Pierre Fula? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je suis Christian Estevez, animateur de la web radio Au Milieu Lumière. Je suis accompagné ce soir de Michael. Nous serons deux à vous poser des questions. Je voulais d'abord vous remercier pour avoir accepté notre invitation sur la web radio. Avoir quelqu'un avec une telle carrière que la vôtre, c'est assez impressionnant. Et c'était valorisant pour nous. J'aurais voulu en profiter pour juste faire, pour nos auditeurs qui vous connaissent, et faire un petit rappel, et puis ceux qui ne vous connaissent pas, qui devraient le faire, ce serait une bonne chose. Donc je vais en profiter pour parler brièvement de votre carrière, une courte bio. Vous connaissez très bien le sport, puisque vous avez commencé d'abord comme athlète, en haltérophilie. Vous avez été champion et recordman du Maroc d'abord, en poids coq. Vous avez été chef. Oui, ben oui. Mais Wikipédia m'aide aussi. Wikipédia m'aide un peu. Vous êtes également 7 fois champion de France, en poids plume, par contre. Vous avez été finaliste du championnat du monde et d'Europe. Vous avez été sélectionné olympique. Vous avez battu au total 36 records de France au cours de votre carrière. Voilà, vous avez été l'un des piliers de l'équipe VGA Saint-Maur. Voilà, déjà pour ça. Oui. Voilà, votre carrière audiovisuelle n'est pas moins impressionnante, parce que vous avez travaillé à l'ORTF, au journal d'équipe, vous avez été commentateur au service sport de TF1, grand reporter à Antenne 2, chef de service du groupe olympique de France Télévisions. Vous avez couvert aussi beaucoup d'événements majeurs. Vous avez aussi fait du football en tant que présentateur. Vous avez votre émission. Donc c'est vrai que vous avez présenté quantité de sport. On peut dire qu'on a vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui connaît bien le sport en général. Absolument. Alors, voilà. Et comme vous êtes un maître des grandes cérémonies, j'aurais voulu en profiter pour vous poser quelques questions concernant la prochaine Coupe du Monde, qui vient à grande foulée, même on va dire. Et d'avoir un peu vos sentiments. Qu'est-ce que vous pensez de cette Coupe du Monde? Déjà dans l'ambiance, l'esprit dans lequel elle se prépare, peut-être aussi par rapport aux événements qui sont au Brésil, puisqu'il y a beaucoup de contestations, contrairement à ce qu'on pensait, que tous les Brésiliens en seraient fort heureux. Il y en a quand même une forte contestation. Comment vous voyez cette Coupe du Monde de façon générale, donc l'ambiance autour de la Coupe du Monde et un peu elle-même dans son épreuve? Bon, alors, vous êtes content de l'équipe de France d'abord, peut-être? Non. Si vous voulez, je ne vous contredirai pas, je ne peux pas me permettre de contredire M. Fula. Vous pouvez. Bon, si vous voulez, on a d'excellents joueurs qui jouent dans de grands clubs étrangers, mais c'est pas forcément parce qu'on a des grands talents qu'on fait une grande équipe. Ça, il faut le savoir. Hein. Alors, en 98, bien sûr, on a remporté la Coupe du Monde, mais on était quand même dans notre jardin, j'allais dire. En plus, on n'a pas fait de poule de qualification, on était qualifié d'office. Et puis, on a eu quand même un tableau assez intéressant, jusqu'à la finale contre le Brésil. Alors maintenant, on va au Brésil, et bien sûr, gagner au Brésil, le pays du football, c'est quand même un Everest à franchir. Donc, à mon avis, la France ne sera pas loin. Vous m'entendez? Oui. Elle ne sera pas loin du podium, mais je ne pense pas qu'elle puisse être en finale. Voilà. Ça, c'est mon pronostic. Hein? D'accord. N'oublions pas qu'on a eu déjà une équipe de France qui a été 3e en Coupe du Monde en Argentine. Il y a quelques années de cela, et quelques décennies même. Donc, si vous voulez, bon, tout est possible. Hein. On peut être 3e de la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Je la vois pas gagner. Alors maintenant, vous parlez de l'ambiance du Brésil. Bon, ben, vous savez, les Brésiliens sont des gens assez particuliers parce qu'ils aiment la fête. Vont-ils oublier leurs soucis de crise sociale qui se déroule actuellement au profit d'une grande fête? Vous voyez, par exemple, pendant le carnaval de Rio, il n'y a pas de manifestation.
Donc on peut espérer peut-être que pendant la Coupe du Monde, eh bien tous ces gens vont se réjouir d'avoir un événement mondial planétaire chez eux. Alors maintenant, il peut y avoir des manifs, bien sûr, il y en a déjà eu dans d'autres manifestations aux Jeux Olympiques. La Coupe du Monde à Mexico, c'était pareil, il y a eu des manifestations pendant longtemps, puis la Coupe du Monde s'est bien déroulée. Voilà. Et vous en pensez mais justement, parlons du Brésil. Est-ce que vous pensez qu'une victoire de l'équipe du Brésil, ou déjà des bons matchs de poule, pourrait rapidement amener les Brésiliens à s'attacher plus à leur équipe, à leur Coupe du Monde, et s'ils gagnaient cette Coupe du Monde, finalement, que ça ne devienne presque pas que totalement du passé, parce qu'il y a toujours des problèmes de société là-bas, de misère et autres, mais que ça puisse à nouveau fédérer tout un peuple? Ben, je pense, parce que le Brésil a toujours, j'allais dire, vécu autour du football. Donc, il suffit que Pelé prenne la parole à la télévision pour que tout se calme. Je vous dis ça parce que je pense que ça va se faire. Pelé reste une icône du football brésilien, et il suffit qu'il vienne à la télévision pour calmer un peu les ardeurs des manifestants, et puis tout se calmera. Moi, je pense que ce sera comme ça va se passer. Hein. Parce que le football est malheureusement ou heureusement, selon comment l'on pense, est au-dessus de toutes ces tiraillements sociaux, parce que le football représente beaucoup plus que des revendications. Cela dit, ça n'empêche pas que le Brésil est un pays émergent qui a ses problèmes financiers, sociaux, et que forcément, la Coupe du Monde est une épreuve qui coûte très cher, et que pour construire tous ces stades, je pense que les Brésiliens ont dû faire des sacrifices. Voilà. Mais enfin, en retour, ils auront peut-être une manifestation exceptionnelle. Et vous pensez qu'ils ont des chances de gagner cette Coupe du Monde? Ils sont vos favoris, ou quel est votre favori? Favori, vous savez, quand on organise une Coupe du Monde, on est toujours favori. Parce que, le Brésil quand même fait partie de l'émergence du football mondial depuis longtemps. Alors, ils n'ont pas eu de chance en 98, ils n'ont pas eu de chance plus tard, 4 ans plus tard, mais le Brésil demeure quand même l'équipe la plus performante sur le patrimoine mondial actuellement. Il n'y a que peut-être l'Allemagne, l'Italie qui pourraient troubler un peu la hiérarchie, mais je pense que le Brésil est bien armé pour gagner cette Coupe du Monde. Ouais. Voilà. Ouais. Mais quand on voit en fait tout cet argent qui est mis justement en jeu, vous qui avez quand même, qui avez été champion d'haltérophilie, qui avez présenté quantité de sports qui n'ont pas autant de moyens, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez, par exemple, que maintenant le fait d'être condamné pour manque de fair play financier, donc c'est le cas du PSG, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir créé cette amende, cette punition, en fait, entre autres, particulièrement dans le football? Moi, je suis pour le fair play financier. Parce que il y a des excès, je veux dire, vous parlez du PSG avec l'argent du Qatar, ça trouble un petit peu, si vous voulez, le bon ordonnancement du football et du sport en particulier, et du sport en général. Parce que, franchement, s'il suffit d'avoir un carnet de chèques et des pétrodollars pour s'offrir la meilleure équipe du monde, je suis pas très favorable à ce genre de pratique. Parce que c'est comme ça. Le sport ne doit pas être soumis au verdict de l'argent. C'est-à-dire que c'est compliqué à vous expliquer comme ça en 2 minutes, mais moi je pense que j'ai beaucoup plus de respect pour certaines équipes qui ne seront jamais championnes de France, mais qui ont
une formation, qui ont des éléments, j'allais dire régionaux, qui font monter en puissance les jeunes joueurs, plutôt que d'aller s'acheter des stars dans les 4 coins du monde. Et je suis désolé, mais je pense pas qu'un jour ou l'autre, ça va péter, comme on dit, parce que ça ne peut pas durer éternellement, ce genre de pratique. C'est pas possible. On n'achète pas en permanence tous les talents du monde pour faire une équipe, et qu'un jour, ben, forcément, ben, s'ils gagnent, tant mieux, mais un jour, les investisseurs feront peut-être marche arrière. Voilà. Actuellement, les grandes équipes sont achetées par maintenant des Chinois, il y a eu des Russes, il y a des Russes, maintenant c'est le Qatar. Je crois que le football va être prisonnier d'un système très pervers. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est prisonnier déjà depuis un bout de temps? Parce que c'est vrai que bon, ça fait déjà un bon nombre d'années qu'on critiquait le fait qu'il y ait, parce qu'il y a des années déjà, le Real Madrid, on l'a appelé l'équipe PlayStation, à l'époque de Zidane, à l'époque de Beckham et autres. Mais voilà, et c'est vrai que je me rappelle même encore plus avant, il y a à peu près une vingtaine d'années, quand le Milan AC gagnait la Coupe d'Europe, on critiquait déjà cette manie. Vous avez acheté Jean-Pierre Papin sans le faire jouer, presque jamais, simplement parce qu'ils achetaient les plus grands joueurs pour les bloquer, les empêcher d'aller dans les autres clubs. Ce sont des stratégies financières. C'est un petit peu quand vous achetez une entreprise, c'est pareil. Je veux dire que le football a dépassé le stade du sport. Maintenant, ce sont des entreprises de spectacle. Donc, à partir du moment où c'est une entreprise de spectacle, vous offrez les meilleurs éléments, les meilleurs chanteurs, j'allais dire, les meilleurs orchestres, et vous jouez devant un public, vous remplissez des stades. Ce sont des entreprises de spectacle, c'est plus du sport. À ma vision personnelle, je trouve que ça dépasse le sport que l'on connaît, qui est pratiqué aux Jeux Olympiques, par exemple. Aux Jeux Olympiques, il y a encore des facteurs qui font que on est champion olympique, mais on n'a pas besoin d'être acheté par des grandes entreprises de spectacle. Là, c'est pas pareil. Le football est devenu est hors norme. Donc, un jour ou l'autre, je ne sais pas si ça durera éternellement, cette affaire, parce que la concurrence fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5-6 clubs dans le monde qui peuvent se permettre d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir acheter les joueurs. Mais le football, c'est pas ça, seulement ça. Ça fait partie ça veut dire, c'est le dessus du panier. Mais un jour ou l'autre, ça va péter, parce que l'argent ne viendra plus, et que les clubs vont être obligés forcément de faire avec les joueurs de terrain qu'ils ont, et il y aura moins de transferts, il y aura un jour ou l'autre, ça va baisser. Voilà. Je pense que ça peut pas être éternel, ce genre de choses. Alors vous me direz, il y a un bel exemple à travers le sport, c'est la NBA en basket. Vous voyez bien que les grandes équipes de la NBA, ils s'offrent les meilleurs joueurs du monde. Ils s'offrent les meilleurs joueurs du monde en basket. Alors c'est un spectacle c'est un spectacle qui est réduit à 6 équipes, 7 équipes qui dominent. Et puis le hockey sur glace, c'est pareil au Canada. Ce sont des sports spectacles. On est au-dessus du sport traditionnel. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça durera. Tant qu'il y a de l'argent, peut-être. Mais le jour où il y en aura moins, je pense qu'il y a des clubs qui disparaîtront par leur propre, leur propre perte de financement. Et malheureusement, c'est comme ça que ça va se passer un jour. Regardez Eindhoven ou à l'Ajax d'Amsterdam. Bon, ils n'ont pas des grands financiers qui peuvent... Ce sont 2 grandes équipes hollandaises qui ont dominé par un moment le football européen. Résultat des courses, l'équipe des Pays-Bas n'a plus une grande équipe. Hein. Les joueurs des Pays-Bas, ils vont jouer dans des grands clubs. Et résultat, ça appauvrit
le football national. Ça aussi, c'est un facteur important. Hein, et que j'ai peur que les joueurs français qui sont pour la plupart au Real de Madrid ou dans d'autres, à Munich ou Bayern, comme Ribéry, tout ça, bon, ce sont des joueurs, ce sont des mercenaires, ce sont des gens qui partent, ils font un contrat de 5 ans, ils s'en vont, ils jouent dans leur championnat, mais ça appauvrit quand même le niveau du football français, qu'on le veuille ou non. La preuve, c'est qu'on a eu du mal à se qualifier pour la Coupe du Monde. Oui, et il y a 4 ans, on n'est pas sorti des poules avec des joueurs qui étaient parmi les plus pénibles du monde aussi. Il y a 4 ans, vous dites? Il y a 4 ans, en fait, c'est vrai qu'on avait une grande équipe sur le papier avec des joueurs qui étaient dans les plus grands clubs européens. Non, mais attendez, faut pas confondre les choses. On peut pas faire une équipe de France avec des mercenaires qui jouent chacun dans un club très huppé, de très haut niveau. Je comprends très bien qu'ils fassent carrière là-bas, mais il se trouve que un joueur qui joue dans un grand club professionnel très riche n'est pas forcément un très grand joueur de l'équipe de France. Parce qu'une équipe de France, il faut la former, il faut la bâtir sur j'allais dire, des structures très performantes. Et alors, quand vous récupérez des joueurs qui viennent de faire une saison à Manchester, ou à Liverpool, ou à Arsenal, et qu'ils sont déjà calcinés, que vous les récupérez à Clairefontaine pour essayer de remonter, j'allais dire, des automatismes pour une équipe nationale, c'est pas la même chose que si vous les aviez directement dans le championnat de France. C'est pour ça que l'équipe d'Italie, quoi qu'on en pense et quoi qu'on dise, et l'équipe d'Allemagne particulièrement, seront redoutables parce que ce sont des joueurs qui évoluent dans leur championnat national pour la plupart. À part le gardien de but qui est au PSG, on peut dire que dans l'ensemble, ce sont des joueurs qui respirent le football italien. Les joueurs qui sont dans l'équipe de France, à 5 exceptions près, ne respirent pas le football français. Ils respirent le football anglais, le football espagnol, le football italien, le football allemand, mais les remettre ensemble, c'est pas gagné pour Deschamps, j'allais dire. Voilà. Et oui, oui. Mais on sent des grands défenseurs en fait qui aiment vraiment le sport, qui le défend et c'est vrai que avec tous les sports que vous avez présentés, comme je le disais tout à l'heure, bon nombre de ces sports n'ont pas justement cette vitrine parce qu'ils n'ont pas tout cet argent à disposition. Et ça m'amène en fait à vous poser quelques questions sur le foot féminin parce que apparemment on l'a dit, donc moi je suis en fait le spécialiste du foot féminin sur cette station. Voilà. Et je le suis de très longue date, déjà depuis 96. Donc je n'ai pas suivi un peu le mouvement qui commence à se créer. Et je veux savoir, vous justement, vous le voyez comment ce foot féminin qui n'est pas aussi bien valorisé justement que le foot national et peu centré, hein, qui n'a pas aucun de ces grands matchs diffusés sur les grandes chaînes nationales, ne serait-ce que sur le service public, hein, et qui pourtant crée l'émulation quand même des gens qui regardent, qui crée une passion, qui est parce qu'on vibre dans le football féminin. Le football féminin, non mais attendez, le football féminin n'a émergé, j'allais dire médiatiquement, qu'il y a 2-3 ans, hein, on va dire. Oui, tout à fait. Avant, personne n'en parlait, on s'en foutait complètement. Ouais. Et il a émergé. Bon, alors le football féminin, il est en train de se construire, il est en train de s'étoffer. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un football très européen qui gagne. Hein, la Suède, la Grande-Bretagne, il y a les États-Unis qui sont assez bons, mais c'est pas encore un sport planétaire, contrairement au football masculin. Oui, comprenez ça dépend des catégories. Oui, je vois. Non. Vous faites le palmarès des derniers championnats du monde ou d'Europe, surtout le championnat du monde féminin, le football féminin. Vous n'avez pas d'équipe africaine. Bon, non, vous avez le Japon, qui est le meilleur pays asiatique.
mais il n'y a pas encore toutes les grosses, j'allais dire, les grosses cylindrées. On voit pas les Russes très peu, on voit pas il y a l'équipe d'Australie de temps en temps, mais je veux dire par là que c'est pas encore un sport planétaire, le football. Et ça va le devenir, ça va le devenir. Mais on n'y est pas encore, contrairement au football masculin. Alors ça, c'est déjà sur le plan de la valeur sportive, il faut se poser des questions. C'est un peu comme le handball. Le handball est un sport européen. C'est pas un sport mondial, le handball. Bon, nous sommes champions du monde, champions olympiques, c'est formidable, mais quand vous faites l'inventaire des 5 ou 6 meilleures nations du handball mondial, vous apercevez que c'est toujours les mêmes. Et ce sont particulièrement des sports pratiqués par des pays européens. Allemagne, Suède, Allemagne, Islande, France, Espagne, un peu la Croatie. Voyez, alors on a fait le tour. Vous voyez ce que je veux dire? Le football féminin, on est là encore. Pour l'instant, vous voyez pas émerger, par exemple, les Brésiliennes, les Argentines. Vous les voyez pas. Parce que ce sont des sports qui sont encore en couveuse. Bon, le jour où la Coupe du Monde féminine... Comment? Je dis par contre, si les Brésiliennes, elles sont depuis longtemps, mais c'est vrai que les autres pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine ne le sont pas. Mais c'est vrai que par contre, les Brésiliennes, donc sont en perte de vitesse justement, elles sont 5e à l'heure actuelle. Elles ont été dans le second, mondial, 3e, mais avec des finales olympiques. Non, mais par exemple, oui, non, mais la participation internationale est relativement plus modeste que c'est chez les hommes. Il faut bien qu'en convenir. Il n'y a pas une nation africaine féminine parce que ça ne se fait pas encore dans les coutumes qui va émerger. Hein. Je ne sais même pas si en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Maroc, la Tunisie, il n'y a pas d'équipe féminine. Hein. Non, disons qu'à l'heure actuelle, c'est la Guinée équatoriale qui est la meilleure équipe d'Afrique, avec le Nigeria, mais on est très loin du niveau européen, c'est vrai. On est très très loin quand même. Alors, à partir du moment où la dominance est pratiquement européenne, on ne peut pas encore faire de référence exceptionnellement pour ce sport féminin qui n'est pas encore mûr, j'allais dire, dans son très haut niveau. Cela dit, ça n'empêche pas je vais vous dire une chose, moi j'aime beaucoup les matchs de l'équipe de France féminine, et que lorsque je vois France-Angleterre, ou France-Suède, ou France-Allemagne, ça me plaît, mais je vais vous dire pourquoi ça me plaît. Parce que il n'y a pas de tricheurs. C'est-à-dire que dans le football masculin, il n'y a que des tricheurs. Chez les filles, il n'y a pas de tricheuses. C'est des filles qui s'engagent physiquement, qui jouent, et qui ne se font pas tomber bêtement, bousculer, et font pas quatre pirouettes pour essayer d'obtenir un coup franc. Et ça me plaît, vous voyez ce que je veux dire. L'esprit n'est pas le même. Voilà. C'est ce qui me plaît dans le football féminin. Ça joue bien, ça joue vite. Bon, c'est pas encore exceptionnellement, je vais dire, au niveau des hommes, mais quand même, c'est agréable à regarder, et surtout, je veux vous dire, elle ne cherche pas le coup franc systématiquement à 25 mètres pour se faire bousculer par une copine. Voilà, je trouve que c'est un sport pur, encore. Alors j'espère qu'ils ne vont pas avoir le vice, un jour, de s'habituer à tomber et à faire trois roulades arrière ou avant, à la suite d'un petit tac. Est-ce que vous n'avez pas peur est-ce que vous n'avez pas peur que ça arrive à partir du moment où les financiers commenceront vraiment à mettre justement des choses plus financiers que... voilà, c'est la perversion de l'argent qui un jour va faire monter les enchères. Voilà. On y est. Voilà, j'en ai peur. Je commence à le voir moi un peu dans certains matchs. Il y a par exemple 2 ans, il y avait certaines choses qu'on ne voyait pas et qu'on commence à voir un petit peu. Bon, ça reste toujours très propre. C'est ça qui est magnifique. Et elles ont un voilà. C'est un jeu clair, c'est un jeu engagé, c'est un jeu technique, mais pour l'instant, il n'y a pas de vice. Contrairement au football masculin où, figurez-vous que je suis allé à Clairefontaine,
je vais peut-être vous donner une information, mais ça, si vous suivez le football féminin, vous devez quand même vous intéresser au football en général. À Clairefontaine, on apprend aux jeunes de 16 ans à savoir tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et oui. On leur apprend à savoir tomber. Et à faire des fautes utiles. Et à faire des fautes utiles. Non, mais si vous voulez, il y a une façon de tomber. On peut bousculer dans un accrochage avec un joueur, un défenseur. On peut être bousculé sans pouvoir tomber. Mais là, on leur apprend à bien tomber. C'est-à-dire qu'on obtient comme ça des coups francs à droite, à gauche, selon les circonstances du jeu. Et moi, combien de finales se sont terminées par un coup franc bien tiré, bien sûr, qui a abouti à un but, à cause d'une faute qui a été sifflée dans les 25 mètres à 1 minute de la fin du match. Combien de fois on l'a vu? Eh oui, souvent, c'est vrai. Ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu en tant qu'amoureux du sport et j'allais dire, bon, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, les Jeux Olympiques, les championnats du monde, j'ai vu une Coupe du Monde, 2 Coupes du Monde de foot. Franchement, je me dis, il y a des moments où les footballeurs exagèrent. Voilà. Oui. Et juste pour finir sur le foot féminin, on approche de la finale de la Coupe de France, de cette semaine prochaine. Lyon-PSG. Alors, Lyon contre PSG. Oui, et en levée de rideau, il y aura la finale des moins de 19 ans, qui sera également Lyon-PSG. Voilà. Parce qu'il y a une très bonne école. Premier club. Voilà, de très bonnes écoles de part et d'autre. Est-ce que vous avez eu l'occasion de les voir un peu jouer, assez régulièrement, pour me faire un petit pronostic ou même donner votre préférence? Écoutez, moi, je pense que Lyon a déjà eu d'abord une histoire, hein, parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Europe. Hein. C'est la Ligue des Champions, hein, chez eux aussi, hein, c'est pareil. Oui. Et que les joueuses de Lyon sont, j'allais dire, un peu plus performantes que celles du PSG. Pour l'instant, moi je suis sur Eurosport, je suis consultant, et je vois beaucoup de foot féminin sur Eurosport. Bien sûr, c'est pas sur le service public, mais mais il se trouve que j'ai vu l'équipe de Lyon qui est assez solide dans tous les compartiments du jeu. Alors, je crois qu'il y a une Suédoise qui est excellente, il me semble. Oui, Notachine. Oui. Bon, vous voyez que je suis à peu près tout ça, et je ne sais pas si le PSG est capable de battre Lyon. Voilà. Et alors, vous avez un avis? Vous avez un avis? Moi, personnellement, mon cœur penche pour l'OL féminin depuis de très nombreuses années. Très nettement au-dessus de tous les autres clubs, mais je pense cette année qu'il y a des chances pour PSG, de réelles chances de gagner cette finale. Ouais. Alors je sais pas, je connais pas l'effectif, du PSG. Je sais pas s'ils ont fait venir 2 étrangères de qualité. Oui, mais comme ils ont les moyens. D'autres françaises venues aussi de Lyon justement, et c'est vrai que voilà, et entre autres aussi de Montpellier pour Marie-Laure Delis, qui est une très grande buteuse, Laura Georges en défense, qui est extraordinaire. Enfin, c'est un avis personnel, mais je sais qu'il y a énormément de fans de foot féminin français le partagent. Et voilà, et c'est vrai que parmi les joueuses étrangères, Shirley Cruz, qui était là déjà la saison passée. Alors j'allais vous dire aussi que bon, comme le PSG s'est déjà bien gavé avec le titre de champion de France masculin, que Lyon soit champion de France féminin, ce serait pas mal. Voilà. Hein? C'est aussi ce que mon cœur me dit. mais j'aime beaucoup aussi les joueuses de PSG parce que j'ai eu la chance de rencontrer lorsque je joue au match. Et c'est vrai que, bon, en fait, sur un plan affectif, entre les deux, mon cœur balance. Mais bon, d'un autre côté, ça reste pour moi Lyon. Je ne sais pas si mon collègue est en ligne, si le problème a été résolu. Donc, je vais l'appeler, Michael. Apparemment pas. Donc, c'était lui qui devait... Vous êtes situé où géographiquement? Pardon de vous couper, vous êtes situé où géographiquement, la radio?
Alors, la radio est à Paris, c'est principalement pour des supporters du PSG. D'ailleurs, mon collègue devait vous questionner sur le PSG, mais moi, je ne suis pas à Paris. Moi, je suis en ligne avec vous en direct de Rennes, de chez moi, à Rennes. Ah, d'accord. Donc, oui, très bien. Donc voilà, et c'est la web radio, c'est l'un des avantages de la technologie, c'est qu'on peut le faire à distance comme ça, c'est chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et mais bon, je suis prêt à me déplacer si un jour vous êtes d'accord pour qu'on fasse une interview vidéo, j'en fais aussi et on les met sur le site. Eh ben, vous me dites, il n'y a pas de problème. Hein? D'accord, d'accord. Bon, je ne sais pas si du coup, je vais peut-être attendre que mon patron, entre guillemets, me dise si je dois enchaîner sur une ou deux questions sur le PSG que je n'avais pas prévu. Ou bon? Oui. Moi, personnellement, c'était Mickaël qui devait vous interroger sur le PSG. Oui, mais le PSG, je ne le connais pas très bien. Je connais les PSG masculins. C'est bien, mais féminin, j'ai pas l'occasion de les voir jouer. Enfin, j'ai pas eu l'occasion. Voilà. Bien sûr. Et concernant le PSG masculin, donc peut-être, dans ces cas-là, je vais garder l'antenne seule apparemment. Concernant le PSG masculin, vous avez pensé quoi de cette saison, mis à part le fait que ce soit le Qatar qui nous a injecté l'argent quand même au niveau qualité football? Non, mais moi je ne veux pas discuter du Qatar, ils ont investi là-dedans, c'est parfait, on a une grande équipe qui malheureusement n'est pas allée au bout de ses espérances européennes, mais bon, si Ibrahimovic n'était pas là, je crois que le PSG n'en serait pas là. Hein, déjà, il y a déjà ce point-là important. On a un joueur exceptionnel et qui fait basculer un match en deux gestes, il peut tout faire. C'est exceptionnel. Il y a comme ça des joueurs qui passent il était à l'Inter de Milan ou Milan AC, je ne me souviens plus avant. Personnellement, il me semble que c'est l'Inter. Il me semble que c'est l'Inter, mais... Bon, à l'Inter, il avait assez vrai. À Barcelone, il n'a pas été très, très performant. Et puis, il se trouve que là, tant mieux, il rayonne dans le championnat de France. Cela dit, je vais vous faire quand même une petite confidence, parce que je m'intéresse quand même à tous les sports, mais j'ai un avis assez tranché sur la valeur du championnat de France de football, qui ne vaut pas celui d'Allemagne, qui ne vaut pas celui d'Italie, et qui ne vaut pas celui d'Angleterre. Donc, un garçon comme Ibrahimovic, il rayonne dans le championnat de France, parce que les défenses françaises sont nulles, et les gardiens de but sont encore plus nuls. Donc, à partir de là, vous faites votre bilan. Hein, vous voyez ce que je veux dire? En fait, le championnat de France est slatané totalement. En fait, je crois qu'il n'y a pas d'autre. D'ailleurs, maintenant, on emploie le prénom de Zlatan à tout. Donc, on peut dire que Ibrahimovic Zlatan le championnat de France, en fait, en quelque sorte. Non, mais il peut faire la star. Il peut se permettre de faire la star. Il a fait moins. Il a moins fait en Espagne. Il a moins fait en Italie. En France, il est le roi du pétrole. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, parce que les défenseurs français, dans l'ensemble des autres équipes, à Bordeaux, à Toulouse, quand on fait l'inventaire à Marseille, ça vole pas haut, tout ça, vous comprenez? C'est pas du niveau des autres championnats, je vous l'ai dit. Donc à partir de là, un garçon comme Ibrahimovic, il fait ce qu'il veut. Il fait des lobes, il fait tout. Il s'amuse devant les défenses françaises. Et les gardiens sont surpris par Ibrahimovic à chaque fois. Donc il n'a pas toujours fait ça dans d'autres championnats. C'est ce que je voulais vous dire. Oui, c'est vrai. Oui, mais donc ça situe le niveau du championnat de France. Oui. Ouais. Voilà. Oui. Je crois que là, on a le mot de la fin, là, carrément. Voilà. Non, mais vous m'avez poussé dans le meilleur retranchement, je vous le dis franchement. Le football français mérite mieux en termes de championnat de France par rapport à ce qui se passe quand vous voyez le Bayern de Munich contre les grandes équipes allemandes. Le Bayern, il n'est pas sûr de gagner.
Vous voyez ce que je veux dire? Le PSG s'est baladé pratiquement toute la saison. Voilà. Et oui. Mais bon, je ne vous contredis pas parce que je suis d'accord avec vous, en fait. Ah, mais alors, on est comme ça, Voilà. comme ça, on est Voilà. tranquille. Voilà, comme ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment d'être venu sur notre antenne. Ça m'a fait plaisir, oui, sympa, très sympa. Et puis, Mais vous pouvez m'appeler quand vous le souhaitez. Oui. D'accord, bah, c'est très très aimable à vous. Voilà. Très bien. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis, Merci beaucoup. rendez-vous est pris. Et puis, on aura comment une quantité de choses à faire durant cette interview et avec Mais je vous en passionné prie. de sport comme vous. Merci beaucoup, monsieur Foula. Au plaisir. Bonne soirée, merci. Oui. Au revoir. Merci.